Je ne sais pas pour vous, mais s'il y a bien un pays que j'aimerais découvrir un jour, c'est l'Afrique du Sud. Ça peut paraître une idée incongrue, car malgré ses paysages magnifiques, cette destination peut souvent susciter une certaine méfiance, en partie due à son histoire douloureuse, sa criminalité et ses inégalités sociales encore très marquées aujourd'hui, ou tout simplement à cause de ses requins blancs. Pourtant, le danger ne se cache pas forcément là où on l'attend le plus. Car l'histoire sordide que je m'apprête à vous raconter s'est déroulée dans une petite ville sud-africaine sans grande histoire, et a été perpétrée par des gens tout à fait ordinaires. 11 victimes vont perdre la vie dans d'horribles circonstances. Bien que nous soyons en Afrique du Sud, un pays tristement connu pour sa criminalité, il ne s'agit nullement de l'œuvre de gangsters ou de fous marginaux, mais d'individus parfaitement insérés dans la société qui ont chacun fait la rencontre d'une seule personne, une femme, qui va littéralement retourner leur cerveau. À partir de maintenant, mettez-vous à l'aise et préparez-vous à écouter l'histoire de la sorcière satanique d'Afrique du Sud. Sur ce, bon visionnage. Nous sommes dans les années 2010, dans la commune de Krugersdorp, une petite ville de banlieue excentrée située à 20 km à l'est de Johannesburg. Réputée pour ses mines de terres rares, la population autrefois principalement ouvrière s'est quelque peu embourgeoisée au fil des décennies. Aujourd'hui, la ville est constituée en majorité d'une classe moyenne de descendants européens. C'est l'endroit idéal pour vous installer si vous aimez le calme. La région offre de nombreux sites et attractions touristiques comme des grottes ou des jardins botaniques. Et si vous êtes un fervent chrétien, alors les habitants vous accueilleront à bras ouverts. En effet, Krugersdorp comporte plusieurs communautés et associations religieuses, dont le plus important d'entre eux, Overcomers Through Christ, est très impliqué dans la vie locale. Fondé par une femme du nom de Ria Grunwald, le groupe compte des membres de toute l'agglomération de Johannesburg. Parmi les membres les plus engagés dans l'activité de la secte, on peut citer une certaine Miranda Stein, institutrice mère de 2 enfants, et Cecilia Stein, sans emploi. Détail important à noter, bien qu'ayant le même nom de famille et étant très proches toutes les deux amicalement, ces deux personnes n'ont aucun lien de parenté. Plus tard, avec le temps, Cecilia et Ria Grunwald ne vont plus tout à fait être sur la même longueur d'onde. Elle va donc fonder sa propre petite communauté qu'elle baptisera Electeus per Deus. La première fidèle à la rejoindre sera son amie Miranda Stein. À présent, je vais aborder les événements tragiques qui se sont déroulés dans cette histoire au milieu des années 2010. La région va être frappée par une série de meurtres qui va durer près de 4 ans. L'horreur ne commencera pas à Krugersdorp même, mais 30 km plus au nord, à Weirda Park, une banlieue proche de Pretoria, dans un complexe résidentiel assez typique d'Afrique du Sud, entouré de barbelés et de murs. Le 26 juillet 2012, une jeune femme passe à côté d'une maison, en l'occurrence celle de sa voisine, une dénommée Joyce Bonsayer. Désolé pour l'accent. Madame Bonsayer est une habitante de 63 ans, plutôt appréciée dans le quartier, qui a l'habitude de s'occuper des animaux des résidents. La femme aperçoit alors que la grille de sécurité et la porte de la maison de Joyce sont ouvertes. Sur le coup, elle se dit simplement qu'elle doit être dans les parages. Elle décide alors de venir saluer cette gentille voisine. Arrivée au seuil de l'entrée, elle l'appelle, mais rien. Pas de réponse ou même de bruit. La femme intriguée rentre dans la maison et jette un coup d'œil sur la droite dans le salon. Elle n'aurait jamais dû faire ça. Sous ses yeux, le corps d'une femme gît dans une mare sanguinolente. Malgré l'horreur qui la saisit, elle reconnaît tout de suite le visage de la victime. Ce n'est pas Joyce Bonsayer, mais Natasha Burger, une autre voisine de la résidence. La femme hurle alors et sort de la maison en courant. Une fois les policiers alertés et arrivés sur place, ils se dépêchent d'inspecter la maison de fond en comble. Et lorsqu'ils rentrent dans la chambre de Joyce Bonsayer, ils tombent sur le corps de cette dernière, elle aussi gisant dans son propre sang. Rapidement, les inspecteurs de police scientifiques constatent qu'elles ont été assassinées avec un objet tranchant. Tandis que le corps de Joyce ne comporte pas de signes de lutte, celui de Natasha Burger, 33 ans, a subi plusieurs blessures avant la mort, dont une importante fracture au crâne. De plus, ils découvrent un élément très intrigant dans sa main figée par la rigidité cadavérique, une note en papier où il est inscrit « Natasha, il faut que tu viennes me voir en urgence. Joyce. »
Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que les meurtriers ont écrit ce message ou forcé Joyce à le faire pour attirer Natasha? Les policiers poursuivent l'inspection. La porte et la grille de sécurité de la maison étaient donc ouvertes, mais sans signe d'effraction. Par ailleurs, rien n'avait été volé chez la sexagénaire. Ce n'est donc pas un cambriolage qui a mal tourné. Selon les témoignages, aucun voisin n'a entendu des cris ou des bruits suspects. Qui pourrait en vouloir aux deux femmes? Natasha était une brillante avocate et Joyce une retraitée appréciée sans histoire, toutes les deux de ferventes chrétiennes. Ah oui, et point important, elles faisaient toutes les deux partie de la communauté Overcomers Through Christ. Un mois plus tard, le 13 août 2012, c'est Reginald Pendixon, un pasteur de 75 ans qui est retrouvé à son tour assassiné chez lui à Honeydew, près de Krugersdorp. Le vieil homme a reçu plusieurs coups de hache dans le crâne. Bien qu'il n'était pas formellement un membre des Overcomers, il a toutefois prêché avec eux et était très proche de Ria Grunwald, qui est, souvenez-vous, la fondatrice. Celle-ci le considérait d'ailleurs comme un mentor qui l'a encouragé à mettre en place le groupe. Un acte particulièrement glauque se produit le jour des funérailles de Reginald. Lorsque Ria rentre à son domicile, elle aperçoit un colis sur le seuil de sa porte. En l'ouvrant, elle découvre ce qu'il semble être un morceau de cervelle accompagné d'une note. « Maintenant, tu peux avoir un petit bout de Reggie. » La police prend tout de suite en considération la gravité de cet envoi extrêmement malveillant. Néanmoins, on n'a pas vraiment de suite dans l'enquête, car pour le moment, elle n'avance pas du tout. Et aucun lien n'est fait avec les meurtres de Joyce et Natasha. Tout ça pour une seule raison, il y a beaucoup trop de crimes en Afrique du Sud. Bien que les faits se soient déroulés dans des zones résidentielles peu dangereuses, le pays reste malheureusement ravagé par la violence. La plupart des homicides sont dus à la criminalité, engendrée elle-même par la pauvreté et les inégalités sociales. La police est débordée et ne peut consacrer suffisamment de temps pour chaque affaire. Le 4 octobre 2012, à Wimsig, encore désolé pour la prononciation, c'est une autre jeune femme, Michaela Valentine, âgée de 25 ans, qui est retrouvée par son mari Zach, assassiné de 70 coups de couteau et plusieurs coups de marteau. Là encore, aucune trace de vol ou d'effraction. Il semblerait que Michaela était fortement déprimée depuis plusieurs mois avant sa mort, et que la relation avec son mari n'était pas au beau fixe, d'après la famille de la jeune femme. Zach Valentine a donc été suspecté dans un premier temps, mais tout de suite innocenté, puisqu'il était à son travail dans une agence de courtage en assurance. Néanmoins, retenez bien son nom et sa tête, car disons qu'il va revenir plus tard dans l'histoire. Nous sommes alors à un total de 4 victimes, en l'espace de quelques mois. Pas de mobile apparent, aucun lien concret entre les meurtres, la série sanglante va s'arrêter pendant 2 ans pour reprendre de plus belle. Novembre 2015, c'est Peter et Joanne Meyer, un couple d'entrepreneurs qui sera également retrouvé assassiné de plusieurs coups de couteau. Encore une fois sans effraction, mais cette fois-ci avec un vol. En effet, le coffre-fort du couple a été vidé. La police pense d'abord à une histoire de dette qui a mal tourné. Néanmoins, elle n'aura pas plus d'éléments. La série va se poursuivre et s'intensifier. Entre 2015 et 2016, les meurtres s'enchaînent et ne laissent aucune piste probante. Excepté pour un meurtre en particulier qui a laissé un énorme indice. Beaucoup trop gros pour être négligé. Mais encore une fois, à cause d'un grand manque de moyens, mais aussi de communication, les enquêteurs vont passer complètement à côté. En décembre 2015, le corps carbonisé d'un homme est retrouvé dans une voiture incendiée en dehors de Krugersdorp. Les policiers découvriront des papiers d'identité qui correspondent à Zach Valentine. C'est un nom que j'ai déjà évoqué. Souvenez-vous, Zach était le mari de Michaela Valentine, l'une des victimes assassinées. Quelques jours plus tard, 2 de ses proches viendront identifier et reconnaître son corps à la morgue. Et ces personnes en question, ce sont 2 femmes, encore une fois, dont je vous ai déjà parlé au début, à savoir Cecilia et Miranda Stein. Rappelez-vous, Cecilia Stein, d'abord adepte des Overcomers Through Christ, a ensuite fondé son propre groupe, Electus Per Deus, suivi par son amie Miranda. Bon, ça fait beaucoup trop de coïncidences et de personnages qui se rejoignent à ce moment de l'histoire. Il va falloir que je remette les choses un peu au clair. Et pour cela, il va être temps que je vous parle de la femme derrière toute cette affaire, Cecilia Stein. Cecilia Johanna Stein est née en 1980 à Harrismith, une ville plutôt éloignée de Krugersdorp. On ne sait pas énormément de choses sur sa jeunesse, si ce n'est qu'elle a grandi dans un environnement familial difficile, décrivant son père comme strict et abusif envers elle. Elle quitte l'école très tôt durant son adolescence et vit de petits boulots. Bon, la partie la plus intéressante, c'est le moment où elle va s'installer à Krugersdorp. Comme je vous l'avais dit, elle va s'intégrer facilement et rapidement dans la communauté religieuse des Overcomers et y prendre une place importante.
Cecilia est en effet très impliquée, généreuse et dégage un certain charisme. Néanmoins, il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est son passé de sataniste. C'est une chose que la jeune femme n'a jamais cachée aux Overcomers. Au contraire, elle l'a assumée dès le début. Très concrètement, elle se présentait comme une ancienne prêtresse satanique de très haut rang. Cecilia déclare que malgré sa conversion au christianisme, elle se sent poursuivie par des forces démoniaques. Aucun adepte ne la jugera, car le principe même du groupe est d'accueillir toute personne qui souhaite se repentir de ses péchés, peu importe son passé. Certains seront même impressionnés par son parcours de repentance hors du commun, notamment Miranda, avec qui elle deviendra très proche. Mais au bout d'un moment, Cecilia va prendre alors beaucoup trop de place aux yeux de certains fidèles, dont Ria, la fondatrice. C'est une figure si singulière et atypique dans le groupe qu'elle va commencer à susciter une certaine méfiance et finira par être exclue. De là, elle fondera son propre groupe beaucoup plus restreint et radicalisé, Electeus Perdeus, signifiant élu par Dieu en latin. Cette nouvelle branche va compter 6 adeptes, dont Miranda, la plus dévouée, qui va rapidement impliquer ses 2 enfants, Leroux, 17 ans, et Marcel, 15 ans. Les rejoindront alors Zach et Michaela Valentine, le fameux couple assassiné depuis. Puis enfin, un certain John Barnard, imprimeur de profession. Ces derniers étaient tous des anciens membres des Overcomers. Cecilia va leur exiger une dévotion totale de la part de ses membres. Ils vont être contraints de prouver leur foi. En premier lieu, ils doivent passer une sorte de rite initiatique qui consiste à se faire tatouer le nom Electeus Perdeus sur le corps. Personne n'y échappera, y compris Leroux et Marcel, alors mineurs. Puis elle va jusqu'à exiger des frais d'adhésion dont le montant dépendra de la profession de chacun. Petit à petit, la prédicatrice aux cheveux courts commence à exercer un contrôle total sur ses membres. Cecilia va justifier la participation financière en prétextant une œuvre de charité. L'argent va en effet servir à financer un orphelinat aux États-Unis dédié à protéger des nouveau-nés de rituels sataniques. Vous vous en doutez probablement, cet orphelinat n'existe pas. Et d'ailleurs, autant vous le dire tout de suite, le passé satanique de Cecilia non plus. En réalité, Cecilia Stein est une très grande manipulatrice qui ne sert ni Satan ni Dieu, mais son propre intérêt personnel. En créant une sorte de mini-secte et inventant des mensonges alambiqués, elle va garantir la soumission de ses adeptes. Tout ceci dans un seul but, se faire entretenir. C'est vraiment malhonnête, on est d'accord. Mais à la rigueur, tout aurait pu en rester là. Je veux dire, elle aurait pu se contenter de se faire entretenir financièrement jusqu'à ses vieux jours. Mais une question subsiste. Pourquoi a-t-elle fini par vriller ? Pourquoi s'est-elle lancée dans cette suite de meurtres? Était-ce par appât du gain, pour tester ses fidèles? Eh bien, c'est un peu tout ça à la fois. Mais au début, il s'agit purement d'une histoire de vengeance. Cecilia n'est pas seulement une personne froide et machiavélique, elle est également mégalomane et très rancunière. Depuis qu'elle a été exclue des Overcomers, elle garde un énorme ressentiment envers le groupe. Elle va donc commencer par fomenter divers actes de malveillance, dégradation et lettres de menace entre autres, envers plusieurs adeptes. Ou plus exactement, elle va pousser les membres de son groupe à le faire, en prétextant un complot les menaçant directement. Car, point important à retenir dans toute l'histoire, elle ne s'est jamais sali les mains. Les actes s'organiseront de façon assez structurée. Cecilia décide d'une cible à éliminer. Miranda, son bras droit, s'occupe de l'organisation avec Zach et John Barnard. Et ce sont, dans la majorité des cas, Leroux et Marcel, alors adolescents, qui exécuteront les victimes. La situation commence à échapper à Cecilia lorsque Michaela, bouleversée par le premier homicide, va prendre la décision de quitter la secte. La gourou va alors ordonner aux enfants de Miranda de l'assassiner. Zach, son mari, complètement sous l'emprise psychologique de Cecilia, acceptera la situation sans manifester le moindre sentiment. Mais alors, pourquoi Zach a-t-il été assassiné 2 ans plus tard, en 2015? Est-ce qu'il a fini par regretter et se retourner contre Cecilia? Ou du moins, a-t-il vraiment été assassiné? Ou alors est-ce juste un simple accident de voiture? Rappelez-vous, Cecilia elle-même s'est déplacée pour reconnaître son cadavre à la morgue. Et bien pour répondre à ces questions, il faut savoir que plusieurs années auparavant, Zach avait contracté une assurance vie. Et depuis son entrée dans la secte, il avait désigné en tant que bénéficiaire, je vous le donne en mille, Cecilia. Quelques mois après sa mort, un prélèvement ADN est effectué sur le corps. Il s'agit d'un acte procédural nécessaire afin que Cecilia puisse toucher le gros lot. Mais une fois les résultats dévoilés, coup de théâtre, l'ADN ne matche pas. Ce n'est pas le corps de Zach. En réalité, Zach Valentine est bel et bien en vie. Cecilia avait connaissance de la situation financière de tout le monde et elle avait des vues sur son assurance vie. Cependant, en tant que fidèle, très fidèle, elle n'avait pas vraiment intérêt à le tuer.
Elle organise alors un plan vraiment tordu. Elle sympathise avec un certain Jarrod Jackson, un ancien toxicomane de Krugersdorp qui ressemble vaguement à Zach. Elle les met en relation. Rapidement, Zach propose à Jarrod de faire un tour en voiture. Il le drogue, Leroux et Marcel les suivent en voiture et une fois endormi, le malheureux est étranglé par les deux adolescents. Puis ils incendieront la voiture avec son corps à l'intérieur ainsi que les papiers d'identité de Zach Valentine. Malgré le test ADN infructueux, Zach a été déclaré mort. Il est alors contraint par Cecilia de se cacher loin de Krugersdorp afin de ne pas éveiller les soupçons. Après ce plan lamentablement échoué, la secte, ou plutôt devrais-je dire Cecilia, commence à être en difficulté financière. La quête d'argent est désormais leur priorité. Fini les actes de vengeance. Désormais, les meurtres viseront de parfaits inconnus, avec une bonne situation financière. Les membres attiraient leurs victimes en prétextant un rendez-vous professionnel. Dès qu'elles étaient isolées, elles étaient séquestrées et contraintes de révéler leurs informations bancaires. Une fois que les adeptes avaient ce qu'ils voulaient, ils tuaient les pauvres malheureux et se débarrassaient de leur corps. En janvier 2016, un certain Glenn McGregor est attiré par une fausse offre d'emploi. Après que le groupe l'ait forcé de transférer de l'argent sur le compte de Miranda Stein, il recevra une balle dans le ventre, sera étranglé et son corps immergé dans sa baignoire remplie d'eau bouillante. En mai, des courtiers en assurance, Anthony Scofield et Kevin McAlpine, subiront le même sort, attirés également par une fausse promesse professionnelle. Leur corps sera caché dans une épave de voiture dans un terrain vague. Un peu plus tard, Miranda rentre en contact avec Hanley Ledgan, une agent immobilière de 52 ans. Elle prétexte alors l'achat d'un terrain, mais une fois sur place, celle-ci est accompagnée de ses deux enfants et de Zach Valentine. Et, bien évidemment, il se passe ce que vous imaginez. L'affaire de quelques minutes plus tard, le mari de Hanley reçoit des notifications de mouvements bancaires anormalement élevés sur la carte de sa femme. Il tente de l'appeler à plusieurs reprises, puis voyant le temps passer, il commence sérieusement à s'inquiéter et contacte la police pour déclarer sa disparition. Le lendemain, le corps de Hanley sera découvert dans un terrain vague par des écoliers. C'était la dernière victime du groupe Electeus Perdeus, car depuis quelque temps, rendus imprudents par l'appât du gain, ils ont commis plusieurs erreurs qui vont les mener à la fin de leur épopée sanglante. Tout d'abord, les meurtres s'intensifient avec un mode opératoire récurrent. Des prélèvements bancaires juste après les actes, et dans une zone géographique restreinte. La police sud-africaine a beau être débordée, cette fois-ci, il ne leur faudra pas longtemps avant de procéder à une première identification. Leroux et Marcel, qui ont été filmés par une caméra de surveillance en train de retirer de l'argent avec les cartes de plusieurs victimes. La police les interpelle très rapidement. Pendant l'interrogatoire, ils gardent chacun le silence. Des agents partent alors interpeller leur mère, Miranda Stein, sur son lieu de travail, à savoir une école, car, fait particulièrement sordide, durant les événements, elle occupait un emploi d'institutrice. Après une investigation intense, on découvre qu'elle a transféré toutes ses économies, non pas à ses enfants, mais sur le compte d'une certaine Cecilia Stein. Les enquêteurs ont alors une idée. Ils vont faire part de cette information à Leroux et Marcel pour tester leur réaction. La sœur reste renfermée sur elle-même, tandis que le frère, après quelques secondes de silence, craque et avoue chaque fait dans les moindres détails depuis le début. L'emprise psychologique, les premiers meurtres en 2012, la fausse mort de Zach. D'ailleurs, en parlant de ce dernier, quelqu'un va reconnaître son tatouage Electeus Perdeus dans la rue et il sera rapidement arrêté à son tour, ainsi que tous les membres du groupe. John Barnard, membre discret impliqué uniquement dans le transport et la logistique, a été condamné à 30 ans de prison. À 22 ans, le jeune Leroux Stein a été condamné à 25 ans en échange d'une pleine coopération avec les enquêteurs. Sa petite sœur Marcel a plaidé non coupable dans un premier temps. Elle a été condamnée à 7 peines consécutives de prison à vie. Zach Valentine a été condamné à 8 peines consécutives de prison à vie. Miranda Stein à 11 peines consécutives de prison à vie. Et enfin, quant à Cecilia Stein, le cerveau à l'origine du groupe, celle-ci n'a jamais reconnu sa culpabilité. Elle a essayé de mettre en avant des problèmes de santé pour apitoyer le tribunal. Elle clame également qu'elle n'a jamais participé d'elle-même au crime, et bien que ce soit factuellement vrai, elle a été condamnée à la peine la plus lourde, à savoir 13 peines consécutives de prison à vie. Pour le mot de la fin, j'aimerais vous partager le témoignage poignant de Candice Ellison, veuve de Jarrod Jackson, la victime dont le corps a servi à simuler la mort de Zach. Certaines personnes ont beau avoir une belle situation, une maison, des enfants, prêcher un joli discours religieux bienveillant, elles peuvent tout à fait renvoyer cette image en étant le mal incarné.
Je vous avoue que cette histoire m'a bien fait froid dans le dos, comme quoi méfiez-vous des apparences. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.